Odile Ramelot, nous sommes très heureux de vous accueillir ici dans les locaux de Point Culture Bruxelles. La raison pour laquelle nous vous invitons aujourd'hui à vous exprimer, c'est que nous vous invitons à nouveau le 17 septembre à présenter votre conférence gesticulée qui s'intitule « 10 moments, c'est quoi qu'on mange ?» Alors je vais vous inviter ensuite à en parler un peu du thème de cette conférence. Alors vous vous décrivez volontiers comme étant une bobo urbaine, mais non seulement vous êtes bobo urbaine, mais vous avez quand même des racines paysannes dans la mesure où vos grands-parents étaient paysans, et j'espère qu'ils sont toujours de ce monde d'ailleurs. Alors j'aimerais que vous vous exprimiez à ce sujet. Eh bien, oui, j'habite à Bruxelles depuis bientôt 20 ans. Donc, je suis effectivement une bobo urbaine. Mais par contre, je garde un attachement en fait au sol et à l'alimentation et aux paysans, c'est-à-dire en fait à tous ces gens qui travaillent pour nous nourrir tous les jours. Justement, je crois par mes racines, puisque quand même quand j'étais petite, j'étais à la ferme. Et puis, j'ai pu voir aussi qu'est-ce que c'était la vie de paysan. Un petit système où il y avait plein de savoir-faire, parce que quand on était paysan aussi, on faisait tout. Enfin, on réparait ses outils, s'occuper des animaux, faire pousser des choses. Je dis parfois aussi, et puis faire des tartes, parce que voilà, c'est aussi ça, les souvenirs, les odeurs, du coup, qui m'ont donné un lien aussi simplement, effectivement, à la cuisine et à manger des choses qui ont du goût. Ça, c'est quelque chose que je m'en suis rendu compte après quelques années à Bruxelles, où j'étais étudiante et où donc j'allais me fournir dans des supermarchés. Et en fait, je trouvais que les carottes n'avaient pas de goût, je trouvais que les concombres n'avaient pas de goût. Et quand, par après, j'ai été dans un GAS, un GASAP, un panier bio, je me suis retrouvée, j'ai retrouvé tous ces goûts en fait des produits. Et je pense que c'est la première fois où j'ai vraiment réalisé que du coup, j'avais grandi là-dedans. J'avais grandi avec les légumes du potager, j'avais grandi avec les œufs des poules et même avec du lait, à peine chauffé, pas du lait pasteurisé, etc. Et donc, aujourd'hui encore, et surtout avec justement tous les enjeux climatiques et les enjeux d'alimentation, eh bien, j'ai envie de raconter aussi cette histoire-là, bien que moi, je ne sais plus effectivement comment planter une patate. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui s'est perdu, des savoir-faire en 2 générations qui ont beaucoup disparu entre des paysans et puis aujourd'hui leurs enfants et petits-enfants qui vivent en ville. Et ce lien s'est perdu parce que vous avez, entre guillemets, urbanisé votre vie. Alors, je pense que le lien, il s'est perdu pour ça aussi. Il s'est perdu parce que partir en ville était vu comme un progrès. Pour mes grands-parents, le fait que leurs enfants fassent des études et deviennent plutôt des gens de bureau était vu aussi comme un progrès. Et puis aussi parce qu'il y a eu la disparition d'énormément de petites fermes. C'est-à-dire l'agriculture a changé beaucoup. Dans un docu qui s'appelle We Feed the World, qui parle justement du système agroalimentaire, il y a un fermier suédois, je crois, qui explique que pour pouvoir avoir le même niveau de vie que son père, qui était fermier, et nourrir sa famille, etc., il a dû multiplier la taille de sa ferme par 6. Et donc c'est vraiment ça, on est passé en fait d'un système, d'une multiplicité de fermes locales à petite échelle et qui permettait aux agriculteurs d'être dans une subsistance, c'est-à-dire qu'ils se nourrissaient eux-mêmes, etc., aussi de leurs produits, à des exploitations agricoles très mécanisées, très lourdes, et où en fait les salaires des paysans diminuent tous les jours. Ils font vraiment partie des plus petits salaires de la société. Donc leur situation a drastiquement changé. Oui, il y a beaucoup de paysans qui sont considérés comme des travailleurs pauvres d'ailleurs. Oui. Et de jour en jour, on voit dans les nouvelles, soit en France, soit en Belgique, pas mal de paysans mettent fin à leur jour tellement ils sont pressurisés par les charges financières qui sont induites par ce qu'on leur impose comme investissement. Oui, comme investissement et puis comme condition d'achat de leurs denrées. Oui. Je parle donc de ça, du coup, dans ma conférence gesticulée. En fait, je parle du système agroalimentaire.
j'essaye d'en faire une description en fait, de qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé les 100 dernières années qui fait que moi, aujourd'hui, je n'ai plus du tout ce savoir-faire et qui fait que on a de moins en moins de petits paysans, ce qui met quand même en jeu aussi nos autonomies alimentaires. Hein, c'est très différent hein, quand on doit importer énormément de choses, etc. Donc oui, avec la Révolution verte, l'agriculture s'est retrouvée à fonctionner avec les engrais, le pétrole, les machines agricoles, etc. Et tout ça est venu vraiment alourdir en fait le coût que représente de faire pousser des choses. Et puis de l'autre côté, tout le développement du système agroalimentaire, c'est-à-dire cette espèce d'énorme chaîne qui est l'achat de matières premières, puis la transformation, la distribution, etc., pour aller dans les supermarchés, et où en fait, du coup, entre ce que nous, on paye en tant que consommateurs dans le supermarché et ce qui revient aux paysans, c'est ridicule. Donc, leurs conditions de travail et de survie est de plus en plus difficile. Oui, c'est dû aussi au fait que la chaîne soit très très longue et que pas mal au niveau de chaque chaînon, pas mal de personnes se sucrent au passage, ce qui finit par augmenter le prix du produit, bien qu'il y ait des pressions aussi pour le rendre le moins cher possible, le plus accessible possible, mais c'est au prix d'une surexploitation des surfaces agricoles aussi. Oui, parce qu'en fait, nous, en tant que consommateurs, on paye moins cher la nourriture qu'on ne la payait en 1940 ou en 1950. Le budget qui était alloué à l'alimentation dans les foyers, il était beaucoup plus conséquent qu'avant. Donc en fait, nous, on paye toujours moins cher, mais c'est lié aussi à quelque chose. Donc effectivement, la multiplicité des intermédiaires, mais aussi effectivement à la mise en concurrence, en fait, finalement, de tout le monde. Et puis à la globalisation. Hein. On a un système agroalimentaire qui est complètement mondialisé, ce qui fait que de toute façon, un lait européen peut se retrouver en concurrence avec un lait américain et même eux venir faire concurrence après sur les marchés africains avec le lait africain. Alors qu'en fait, on ne détient pas tous les mêmes moyens de production. C'est-à-dire qu'un agriculteur africain, pour faire pousser la même chose qu'un agriculteur européen, il lui faut en fait beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, etc. Et pourtant, son produit, au final, va continuer à être plus cher qu'un lait européen qui arriverait sur le marché, entre autres à cause des politiques européennes, etc., et puis de tous les accords commerciaux qu'on fait. Donc moi, évidemment, c'est quelque chose qui vient me toucher très fort, parce que qui dit bobo dit aussi écolo. Ouais. Et donc voilà, je ne comprends pas très bien pourquoi est-ce qu'on continue à faire des accords commerciaux qui polluent énormément, hein, puisque voilà, en Belgique, par exemple, on est un producteur de poires. Or, on importe des poires d'Argentine et on en exporte en Inde. Donc voilà, c'est des trucs que je ne comprends pas, en fait. Pourquoi on fait ça ? Parce que non seulement, en fait, on affaiblit nos producteurs de poires belges, et en plus, on dégage du CO2 et on entretient aussi la misère des pays les plus pauvres, etc., et l'injustice sociale. Donc voilà ce qui m'a poussée à un moment donné à prendre la parole et à faire une conférence sur tout ça. Je lisais, ce propos, c'est pas hors propos, je lisais dans le Monde diplomatique il y a quelques jours que les taxes douanières sont inférieures sur les produits qui causent du CO2, par exemple. Tandis que les produits dits verts, véritablement verts, sont plus taxés que d'autres produits. Donc, quasiment moins cher d'exporter une bagnole que d'exporter des produits bio, si pas les exporter, les exporter à une frontière très proche. Oui, il y a des... Bon, voilà, hein, ce sont des volontés politiques, hein, et y a rien à faire. Effectivement, il y a un changement, certainement, à faire là-dedans. J'espère une prise de conscience des gens qui, eux, sont en mesure de choisir notre avenir, en fait, hein, avec tous ces accords, etc. Parce que eux sont sans doute à une place de privilège où ils ne ressentent pas tout de suite ces déséquilibres qui sont créés par tout ça. Or, manger, c'est quelque chose d'universel. L'accessibilité à la nourriture
fait partie normalement des droits de l'homme. Oui, bien sûr. Et le bio, le développement du bio, est quelque chose qui reste inaccessible aux personnes qui ont moins de moyens financiers. Donc oui, c'est quand même toujours très frustrant de savoir que des produits de luxe ou polluants bénéficient en fait d'avantages et pas l'alimentation, par exemple. Oui. Vous parliez des élus ou des grands de ce monde qui, entre guillemets, ont le pouvoir de modifier les choses, mais est-ce que ce sont nos élus qui dirigent le monde? Eux-mêmes sans doute reçoivent des pressions de lobbies qui sont entourés de milliers d'avocats cravatés et très puissants, et peut-être que nos élus sont impuissants par rapport aux pressions exercées sur les GAFA ou bien par d'autres multinationales, me semble-t-il. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on ne se rend pas toujours compte, nous, en tant que citoyens, de tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que c'est là aussi où, du coup, nous aussi, il faut qu'on prenne la parole et qu'on manifeste nos volontés. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui pensent que nos dirigeants sont impuissants, il y en a d'autres qui pensent qu'ils sont justement pas conscients de la réalité dans laquelle vivent d'autres personnes, ou complices, etc. Ouais. Effectivement, le monde est complexe, il est tissé aujourd'hui justement parce qu'il est mondialisé, il est complètement imbriqué, donc c'est vrai qu'on ne peut pas tout balayer en disant demain il faut faire comme ça, hop, et on fait du bio et tout ça, machin. Mais je trouve que, déjà, il y a des actes de multinationales, en tout cas, qui sont cannibales. Moi, c'est ce que j'explique. C'est-à-dire que, en fait, dans ma vie de tous les jours, du coup, dans les actes que je pose, même si j'essaye de faire attention à mes valeurs, à être machin, etc., je suis couillonne, on va dire. De toute façon, je vais me retrouver dans des tensions intérieures parce que le système qui est en place, il ne me permet pas, en fait, d'être juste. Et le système qui est en place, il m'oblige, moi, justement, quand je me nourris, à créer la misère des paysans, des éleveurs, etc. On sait que sur les 7 milliards qu'on est, pour aussi parler de quelques faux récits qui sont autour de l'alimentation, on peut produire pour 12 milliards de personnes. Donc la question de la faim n'est pas une question de manque de production, c'est une question de pauvreté. Le milliard de personnes qui souffrent de malnutrition, c'est parce qu'elle est trop pauvre pour acheter à manger. C'est les gens qui vivent avec moins d'$1 par jour. Et cette pauvreté, elle est construite et elle est entretenue, entre autres par ces multinationales. Et la plupart de ce milliard de personnes sont des éleveurs, des pêcheurs et des agriculteurs. Donc ça veut dire que les gens qui nous nourrissent ne se nourrissent pas. Donc voilà, de nouveau, moi, c'est des choses que j'ai beaucoup de mal à accepter. Et ça que j'en parle aussi dans ma conférence, et justement, au lieu de se retrouver du coup avec toutes ces tensions internes de contradictions d'écolo, bobo ou tout ce qu'on veut, il y a quand même sans doute, il faut politiser en fait aussi l'écologie. C'est-à-dire que jusqu'ici, on a souvent mis l'écologie dans l'ordre des valeurs morales, quelque chose d'éthique, quelque chose que personnellement on ferait tous chacun, notre rapport à la nature, etc. Mais en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large que ça. Et l'écologie, elle est politique aussi, et elle doit l'être. Oui. Voilà. Alors, vous parliez de la précarité alimentaire, c'est peut-être un mot assez soft, voire de la famine, voire de la souffrance alimentaire. Pour ça que j'avais presque envie, si vous permettez, de rebaptiser un tout petit peu le titre de votre conférence gesticulée et passer de 10 moments c'est quoi qu'on mange à 10 moments c'est quand qu'on mange. Parce que, bien sûr, il y a souvent des enfants qui s'adressent à leur maman ou à leur papa, insistons sur les papas aussi, pour dire mais quand va-t-on bouffer? Quand allons-nous manger enfin? Et pourquoi nous mangeons? Pourquoi notre champ est-il rempli de produits qui sont exportés alors que nous-mêmes n'avons pas accès, nous n'avons pas les moyens pour les consommer nous-mêmes? Donc c'est pour ça que je me permettais de vous suggérer, c'est ma suggestion, mais de vous souffler cette idée qui m'a traversé l'esprit. C'est pour ça aussi qu'il faut faire très attention aux démarches qu'on entreprend dans les idées justement de transition écologique. Moi, dans ma conférence, je parle aussi des marchés, de la transition.
Par exemple, l'exemple des biocarburants. Donc, il y a une quinzaine d'années, on s'est dit, voilà, pour le CO2, etc., ce serait bien qu'on fasse des biocarburants. Donc ça, évidemment, ça va profiter en première partie, pas aux gens les plus pauvres, hein, les gens qui ont des voitures, etc. C'est plutôt quand même nous. Et donc, des pays, donc par exemple, je prends l'exemple de l'Indonésie, a dévié toute son agriculture vers la production de biocarburants. Mais donc pour ça, non seulement ils ont brûlé leurs forêts natives, donc au niveau de la biodiversité, on est foutu. Au niveau de la captation du CO2, on est foutu. Et en plus, ça dégage aussi du CO2 par les incendies pour mettre de l'huile de palme pour pouvoir rentrer sur ce marché, effectivement, du biocarburant, qui était demandé en partie aussi vraiment par l'Europe, par les États-Unis, tout ça. Et en faisant ça, en fait, ils ont perdu en autonomie alimentaire. Donc c'était un pays qui avait travaillé, comme de nombreux pays, justement, du tiers-monde ou les pays les plus défavorisés, à l'autonomie alimentaire pendant 50 ans. Et en fait, là, ils sont redevenus dépendants au niveau de l'importation, mais des produits de base, vraiment des œufs, de la farine de blé, de la volaille, du soja, ce qui représente, parce que voilà, pourquoi la viande de volaille ou la viande de bœuf c'est important aussi, c'est parce que c'est un apport protéiné très direct et donc qui est très important aussi pour la croissance des enfants. Par exemple. Sinon, il faut beaucoup plus de céréales, etc., et de légumineuses pour avoir l'équivalent. Mais donc, à partir du moment où ces denrées sont sur le marché de l'importation, ils se retrouvent en fait soumis à la spéculation que peuvent faire aussi les multinationales, la bourse, parce qu'aujourd'hui, les produits, les denrées alimentaires sont en bourse, l'eau commence à l'être aussi. Et donc, c'est aussi comme ça, en fait, que du coup, on crée la misère, puisqu'évidemment, ces personnes qui ont très peu d'argent pour pouvoir acheter à manger, à partir du moment où les produits vont avoir de l'inflation, ils ne sauront plus y avoir accès. Donc oui, du coup, ce serait, maman, c'est quand qu'on mange. Oui. Donc voilà, par exemple, sur l'idée des biocarburants, la France là, et la Belgique, par exemple, ont fait marche arrière. Ils ont dit, OK, nous, c'est fini. Donc, il faut quand même toujours veiller par rapport au marché qu'on veut nous vendre dans cette transition écologique qui va arriver. C'est la même chose avec des capteurs de CO2, etc. On a des arbres. Hein. Enfin, je veux dire, au départ, on a des arbres, ça capte très bien le CO2 et ça participe à plein d'autres choses que d'inventer un petit machin qui va aller nous capter du CO2 ou des bactéries mangeuses de plastique pour nettoyer nos océans, pour qu'on puisse continuer en fait, à consommer et à consommer parce qu'on est entretenu par ces marchés à être à une place de consommateur qui ne devrait pas se poser de questions. Donc voilà, on est d'ailleurs leur produit de consommation. Vous parliez de pays tels que la France ou la Belgique qui semblent avoir fait marche arrière, mais c'est peut-être une marche arrière timide, j'imagine qu'elle n'est pas radicale. Est-ce que pour autant, d'un point de vue mondial, les terres allouées aux agrocarburants sont toujours aussi importantes qu'avant ou elles s'amenuisent un tout petit peu? Ça, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire sur l'information globale. En tout cas, la déforestation de la forêt amazonienne ne ralentit pas, ni la déforestation d'autres forêts tropicales ou natives. Et le gros problème de ces agrocarburants, c'est important de prendre ce mot-là, parce qu'on les appelle biocarburants, hein, ça fait plus joli, hein, c'est un peu greenwashé. Ouais. Mais effectivement, le terme qu'on devrait utiliser, c'est agrocarburant, parce que ça nous rappellerait bien qu'en fait, il y a des agriculteurs et il y a de l'agriculture derrière. Et il y a des sols, etc., quoi. Donc c'est important de lutter aussi, par exemple, sur les mots qu'on utilise pour dire vrai. Oui. Parce que, oui, tout ce greenwashing-là nous permet toujours d'essayer de mettre des façades très lisses et de faire oublier les réalités qui sont derrière. Il est vrai qu'au fil du temps, les bobos dont nous sommes, vous vous qualifiez comme tels, moi aussi, je ne peux pas aller contre, entre guillemets. On a modifié notre vocabulaire, on l'a lissé, comme nous disions tout à l'heure avant cet entretien. Donc nous parlons d'une manière un peu lisse pour ne choquer personne. Les personnes handicapées sont appelées personnes à mobilité réduite ou même des PMR. Donc c'est assez... et tout ça ne va pas dans le sens d'une affinité du vocabulaire, d'une précision dans ce qu'on veut transmettre, parce que
on fait preuve de... C'est une forme d'autocensure, en fait. Oui, ouais. Et bon, c'est aussi quelque chose qui est construit, tout ce travail du langage, etc. Ça fait quoi, 10-15 ans qu'il y a des cabinets, en tout cas, je sais qu'en France, on travaille beaucoup sur les mots qui sont utilisés, et en fait, ça nous enlève aussi des mots. À nous, peuple, par exemple peuple, on ne parle plus de peuple, on enlève tous les mots aussi qui parlent justement de domination, de ces rapports de lutte de classe ou de lutte. Il y a énormément de mots qui tout d'un coup ont pris justement un aspect, c'est comme si c'était violent ou comme si c'était trop fort, mais le monde est violent, et il y a un mot qui justement là est un peu remis à sa place, c'est par exemple le mot radical. Donc radical qui vient de racine. Et d'ailleurs, radis vient de la même racine, du même mot racine. Et donc voilà, les personnes radicales, des personnes radicales. Mais non, les personnes radicales, ça ne veut pas dire des personnes extrémistes ou quoi, ça veut dire aussi simplement retourner à la racine de ce que c'était. Et donc ça, je sais que c'est un mot que j'entends maintenant, qu'on essaye de remettre vraiment en avant et de lui redonner son sens pour qu'il ne soit pas galvaudé, quoi. Parce que sinon, ça devient, ça devient pas bien d'être radicaux. Voilà, des mots comme révolte, plein de mots comme ça qui est important de garder. Et par exemple, sur le côté justice sociale et le côté planétaire, les pays pauvres, on les a appelés pays en voie de développement, on les a appelés tiers-monde, et aujourd'hui on appelle les pays du Sud. Oui. Voilà. Dans pays du Sud, on n'entend plus non plus tiers-monde, on n'entend plus pays en voie de développement. Ouais. Et c'est un peu toute cette pauvreté qui est gommée en fait de nos vocabulaires. Ouais. Bien qu'il y ait déjà eu historiquement sous des régimes plutôt durs, dictatoriaux, voire nazis, des études qui ont été faites. Je pense à l'auteur qui s'appelle Klemperer, qui a sorti un bouquin assez fabuleux qui s'appelle « Le langage sur le Troisième Reich ». Donc les pouvoirs nazis ont tout fait pour réduire le vocabulaire, et en réduisant le vocabulaire, vous réduisez la pensée, vous réduisez la pensée, et sans doute aussi des actions de révolte. Oui, oui. En fait, justement, l'association qui s'appelle l'Ardeur en France, avec qui j'ai préparé ma conférence gesticulée, ils ont aussi un atelier qui s'appelle « Désintoxication de la langue de bois ». Et voilà, et en fait, il rappelle que les mots structurent effectivement notre pensée. Et donc, on a des exemples très simples là-dessus. C'est par exemple, les Inuits ont je ne sais pas combien de mots différents pour parler de la neige, parce qu'eux la connaissent. Et donc, la neige, de cette texture-là, de ça, a un mot précis pour chaque chose, et ça permet de les voir. C'est-à-dire qu'on ne sait pas percevoir non plus des choses pour lesquelles on n'aurait pas de mots. Donc c'est très important. Il y a vraiment un lien sur la manière en fait, de pouvoir voir les choses en fonction du langage qu'on a ou pas pour les exprimer. J'aimerais bien qu'on rebondisse sur un peu la notion de conférence gesticulée, parce que vous avez suivi une formation longue, je crois, ça ne s'improvise pas. Votre texte, il est écrit, ou alors vous avez une ligne de conduite qui vous permet de... Mais donc, la conférence gesticulée, c'est le résultat, si j'ai bien compris, d'une approche citoyenne liée à un monde qu'on connaît. Donc, il faut qu'il y ait un croisement minimal entre ce que vous voulez transmettre et votre vécu, de manière à ce que deux atomes au minimum puissent se rencontrer pour que votre discours puisse être plus analytique, plus crédible, plus fort, plus tout, en fait. Oui, alors, ça s'appelle conférence gesticulée, justement un peu en opposition à conférence. Donc, conférence qui serait donnée par quelqu'un qu'on considérait comme un expert et qui va nous délivrer une matière. Voilà. Donc, ce qu'on appelle du savoir froid. Et dans la conférence gesticulée, l'important, c'est qu'il y a un mélange entre du savoir froid et du savoir chaud, c'est-à-dire le vécu de la personne. Donc, effectivement... Qu'est-ce qui est froid, qu'est-ce qui est chaud ? Le froid, c'est la théorie, et le chaud, c'est le vécu. D'accord, pardon.
Et donc, en fait, font des conférences gesticulées tous ceux qui veulent. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être comédien, il n'y a pas besoin d'être militant assumé. C'est surtout une prise de parole, en général, qui est nécessaire pour la personne quand elle vient faire cette formation. Un besoin de parler et un besoin aussi, justement, de pouvoir relire un certain parcours, soit de professionnel, soit de vie, en y mettant justement une analyse politique. Donc, comme vous disiez, de croiser ça, d'inscrire en fait ce qui s'est passé pour la personne dans le monde dans lequel elle vit. Et donc, on se retrouve effectivement avec des conférences très diverses. Moi, dans le groupe dans lequel je travaillais, il y avait une amie, Julia, qui travaillait sur la thématique du féminisme, mais qui parlait en fait d'être chanteuse. Donc, c'est-à-dire une femme dans un monde d'hommes, parce qu'en fait, la musique est un monde d'hommes, tout simplement. Elle explique qu'en classe de jazz, elle est seule femme sur 14, et que, après, en fait, elle donne quelques chiffres aussi sociologiques. Voilà, la musique est un monde d'hommes. Et la femme, la place qui est en général allouée à la femme dans ce monde d'hommes, c'est la place de la chanteuse. Donc elle parle de tout ça, mais du coup, pour parler de féminisme, elle parle aussi justement de comment est-ce qu'on est alors élevé de manière genrée, c'est-à-dire la prise de parole qui est donnée depuis tout petit, plus facilement aux garçons qu'aux filles, qui est encouragée plus facilement aux garçons qu'aux filles. Donc voilà, ça c'est par exemple un exemple. Il y a un autre, lui il a été champion de tennis, donc voilà. Ouais. Et il déconstruit, en fait, il explique plutôt que le sport n'est pas bon pour la santé. Le sport n'est pas toutes les valeurs qu'on donne. L'activité sportive l'est, mais pas le sport. Et que le sport est plutôt un outil, en fait, du capitalisme, puisqu'en fait, elle alimente et elle donne une très belle aura à ce qui reste de la compétition. En fait, et la performance. De la performance, de la mise en compétition, etc. Et que c'est quelque chose qui s'inscrit, mais alors après, comme il dit, c'est un objet social total, un truc comme ça. C'est-à-dire que le sport, après, ça traverse la famille. C'est-à-dire que lui, il était sportif, et donc du coup, les vacances étaient en fonction de ça. Enfin, tout était en fonction de ça. Il y avait 2 autres conférences sur l'écologie. Et puis il y en a d'autres que j'ai vues, ce sont des soignants par exemple qui parlent aussi des soignants, des éducateurs, des professeurs qui parlent de leurs conditions de travail et de comment ça a évolué. Et ce qui est intéressant là justement dans le côté savoir froid, c'est de mettre ça en perspective justement avec les décisions politiques par exemple qui ont été faites. Donc telle année il s'est passé ça, voilà, l'application 10 ans après, 15 ans après dans leur métier, c'est ça. Et donc je pense que on a besoin, justement, pour ne pas se sentir tous isolés et écrasés par le système néolibéral dans lequel on vit, parce que de pouvoir partager ses vécus, de créer aussi des nouveaux mythes, de raconter les faux récits qu'on essaye d'entretenir dans la tête de chacun. Et puis, l'avantage de ces conférences gesticulées, c'est qu'il y a des personnes qui, au premier abord, sembleraient timides, mais à partir du moment où elles peuvent mettre en avant leur vécu, elles trouvent une assurance incroyable qui n'était pas évidente à premier abord pour s'adresser à un public, parce que donc ce sont des... C'est une des premières choses qu'on fait dans la formation. Tout le temps, on nous demande de raconter des anecdotes. L'anecdote est très importante justement dans ce tissage de la conférence. Oui, on va passer d'une anecdote personnelle à des informations, à une autre anecdote, etc. Et en fait, on se rend compte à quel point on n'a plus l'habitude de prendre effectivement la parole aussi. Alors au début, on est comme ça, juste pour raconter une des premières questions qu'ils demandent, c'est d'où vient votre nom ? Quelle est l'histoire qu'il y a derrière votre nom ? Et en fait, tout le monde a une histoire derrière son nom. Et voilà, et on raconte ça juste debout devant les 8 autres copains qui sont stagiaires aussi en conférence gesticulée, et c'est le stress. Et donc voilà, on s'exerce au fur et à mesure à raconter ces anecdotes, qui sont finalement nos morceaux de vie, donc c'est pas comme si on devait raconter le texte d'un autre, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'être comédien du tout. Et pour arriver à un moment donné à une conférence qui fait 1h, 1h30, et où on va pouvoir délier toute une pensée qui s'est construite comme ça au fur et à mesure à travers les anecdotes. Mais au cours d'une vie, parfois, la vie traverse des méandres, on a parfois plusieurs vécus. Est-ce que des personnes peuvent donner plusieurs types de conférences ?
ou bien se limite à une seule conférence? Alors non, plusieurs personnes en font, parfois une deuxième. Donc, par exemple, un de mes formateurs, il en avait fait une première justement, ça s'appelait le Grand Tri. Donc sur le même chose, hein, être écolo, les efforts du tri que lui pouvait faire individuellement, etc. Et là, il en fait une deuxième qui s'appelle Jamais sans mon smartphone, par exemple. Mais parce que simplement aussi, il se rend compte de comment cet outil est venu s'intégrer complètement dans sa vie. Et puis cet outil pose la question aussi des données, etc. Donc de nouveau, il y a totalement... Enfin, c'est intéressant. Moi, j'ai envie de voir... Je ne l'ai pas encore vu, sa conférence. Mais de voir sa conférence, parce qu'effectivement, entre cette nouvelle dépendance qu'on a tous de nos smartphones, et puis tout ce que ça représente, quand on met une analyse plus politique dessus, c'est quand même des sujets... C'est un sujet hyper actuel. Très actuel avec Pegasus et d'autres, tout à fait. Ouais. Et les pouvoirs marocains, israéliens et autres. Et quelle est la part de l'humour et la subversion dans votre conférence? Est-ce que ce sont des... Je parle de votre cas personnel. Hein. Alors... Est-ce qu'il y a une dénonciation, j'imagine? C'est bon. Oui, alors... C'est pas innocent. Je pense que c'est un peu chacun par rapport à son niveau. Je pense que la dénonciation, elle se fait par l'analyse, en fait, juste politique du vécu qu'on fait. Enfin, voilà, on est tous un peu broyés à certains endroits, voilà, souvent professionnellement, et que donc il n'y a rien à faire hein, quand on commence justement à poser les mots, à dire les choses. Oui, on a l'impression que c'est de la dénonciation, mais en fait c'est peut-être même juste du partage. Après, le fait de se dire qu'on va aller raconter cette parole, qu'on va aller la faire justement dans différents endroits, sans doute que ça permet de se dire, voilà, moi je vais parler. Alors, je ne veux pas dire qu'on est on n'est pas des, des Wikileaks, etc. Hein, justement, ça reste très individuel. Ouais. Mais c'est là-dedans aussi où on peut... je pense que ça rentre en résonance pour le public, hein, pour les gens qui sont là, avec leurs propres endroits de pression. Et donc oui, sans doute que par là, c'est de la dénonciation. De l'humour, il y en a souvent, oui. Ouais. Moi, je pense qu'il va falloir que je joue encore un petit peu pour que je sois un peu plus à l'aise et que, du coup, je puisse y amener ma dimension personnelle et l'humour. Mais oui, c'est pas du tout quelque chose d'assommant. Hein. L'idée, c'est pas qu'on se tire une balle à la fin d'une conférence. Hein. Pas du tout. Souvent, il y a quelque chose qui, finalement, a l'air assez léger. Ouais. Voilà. Vous parlez de Wikileaks. C'est assez drôle, c'est qu'il y a 2 mois environ, nous avons accueilli des personnes, dont Alain Lallemand, qui s'exprimaient sur les lanceuses et les lanceurs d'alerte. Et ici, si vous vous adressez à un public de 15, 20 ou 50 personnes, c'est un lancement d'alerte, mais pour autant vous déteniez des informations inédites qui s'adressent dans un premier temps à un public un peu plus restreint, bien que vos conférences soient aussi captées, sont visibles sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Donc vous pouvez vous adresser à un public bien plus large que celui qui est en présentiel, en fait. Oui. En fait, on ne dénonce pas des choses cachées, parce qu'en fait, ce sont des choses qui sont dans la réalité quotidienne de tout le monde. C'est juste que ce n'est pas spécialement, effectivement, des paroles qui sont relayées par les grands médias. Ouais. Voilà, il y a peu de temps de parole qui est accordé, finalement, vraiment juste aux citoyens, à ce qu'ils pensent de leur vie, et que donc ce temps-là, c'est un temps qu'on prend en conférence gesticulée, effectivement. On prend et on le prend avec les gens pour parler de ça. Voilà, et on rebondit sur la notion de transmission aussi, dont vous parliez tout à l'heure, avec les paysans qui disparaissent du paysage social, si je puis dire, dans la mesure où ils ne représentent plus qu'une poussière de pourcent en Belgique, un peu plus heureusement dans d'autres parties du monde. Donc, oui. Oui. Les savoir-faire, en fait, c'est hyper important. Je parle la même chose dans ma conférence. En fait, je fais du coup le parallèle, parce que moi, je ne suis pas agricultrice, hein. On est bien d'accord, je suis petite fille de fermier, mais je n'ai pas de légitimité à parler de ce vécu-là. Par contre, l'endroit où j'avais quelque chose aussi à dire, c'est justement sur un métier que moi j'ai fait aussi, que je fais encore un petit peu, qui est l'audiodescription de films.
Et donc, je décris les films pour les personnes malvoyantes et aveugles. Donc, je suis vraiment un prestataire qui est au bout d'une chaîne de production qui appartient à un marché, un peu comme les paysans. Et je fais ce parallèle-là parce qu'en fait, mon métier d'audiodescripteur, qui est vraiment un métier qui est tout neuf dans l'histoire de l'humanité, hein, ça a 30, 40 ans, là, depuis 10 ans, 10 ans qu'il s'est vraiment inscrit sur le marché, là, c'est le marché de la post-production du cinéma. Eh ben, la même chose. Hop, on s'est retrouvé à être mis en concurrence. Et en fait, plus le temps passe, moins on est payé pour faire ce qu'on fait. Et plus on doit faire de la qualité, la qualité diminue. Puisque l'audiodescription, quand elle a été créée avec tout un processus. C'est-à-dire de travailler à 2 auteurs déjà, pour éviter les abus de projection. Quand on regarde un film, on projette énormément de choses, etc. Et donc, on travaille à 2 pour parfois dire, écoute, moi, je ne pense pas là, je pense que tu fais une erreur sur le décodage, que tu fais de l'émotion de la personne ou quoi. Ouais. Et puis, on teste ça avec un déficient visuel parce que moi, je ne suis pas aveugle. Donc, voilà. Donc, un exemple, je travaillais sur un docu il n'y a pas longtemps. Et donc, j'ajoute, puisqu'il y a un plan d'une dame qui témoigne anonymement. Et donc, je dis, une femme témoigne anonymement. Et donc, le déficient visuel me dit, mais est-ce qu'on ne connaît pas son nom ou est-ce que son visage est caché ? Oui. Voilà, c'est des choses dont moi, je ne suis pas à cette place-là, je ne peux pas m'en rendre compte. Donc, on travaille avec un déficient visuel, on travaille avec des superviseurs linguistiques pour que la langue soit juste, aussi justement pour que les mots... l'idée, c'est... On ne parle pas sur le film, hein, on parle dans les trous entre les dialogues. Oui. Donc, on doit essayer d'être concis et de créer des images mentales. Et c'est très important, parce que si on a le bon mot, l'image, elle est claire aussi dans la tête directement. Donc ça permet aussi de travailler le vocabulaire, etc. Et puis c'est enregistré par des comédiens professionnels en studio, c'est mixé, etc. Donc vous voyez, il y a plein de prestataires qui ont des compétences totalement différentes, parfois les uns des autres, dans ce processus. Eh ben, on est devenu trop luxueux, en fait. Depuis qu'il y a un marché, il y a des gens, des audiodescripteurs qui vont décrire un film tout seuls, qui vont l'enregistrer, même parfois eux-mêmes. Donc, en fait, on a 3 métiers, on va dire, qui disparaissent, par exemple, sur ce processus. On a une exigence de qualité et d'objectivité qui disparaît. Et puis, nous, on ne sait même plus faire bien notre travail, quoi. Et si dans 10 ans, le marché a très bien fonctionné, a mis tout le monde en concurrence, et que donc tous ceux qui devaient encore vivre ou qui avaient une exigence de qualité, c'est ça, faire son métier, quoi. Hein. On aime bien faire bien son métier. Hein. On laissait tomber ce métier. Mais en fait, dans 10 ans, on pensera que l'audiodescription, c'est normal que ce soit fait par une personne qui écrit. Ou un ordinateur, ou un robot. Ou un robot, voilà. Comme je disais, ça tombe dans 20 ans, on aura oublié qu'on faisait des poires en Belgique. Oui, si elles sont moins chères à importer d'Argentine. Et qui vous commandait ces prestations ? C'était des pouvoirs publics, les télévisions publiques, genre RTB, ou bien des producteurs de cinéma ou des distributeurs ? Donc les maisons de production de cinéma, parfois les distributeurs, entre autres la RTBF, les télévisions, etc. Et voilà, on s'est vraiment beaucoup battu avec ma collègue pour expliquer justement cette qualité, pour expliquer pourquoi ce processus. On a même été, c'est là où effectivement, à un moment donné, c'est de la dénonciation. Je l'explique dans ma conférence, jusqu'à montrer le chiffre du prix, que personne n'abusait du tout. On essayait juste de payer correctement les gens. Sûr. Et il n'y a rien à faire. Je veux dire, à un moment donné, on a dû se résoudre à baisser un peu les auteurs, à se dire que nous, on ne prendrait plus la petite marge qu'on pouvait sur la structure, mais cette petite marge, c'était dans l'idée de pouvoir engager un mi-temps, pour pouvoir décrocher le téléphone, faire de la comptabilité, des choses du coup que nous on faisait gratuitement, en plus. Et donc voilà, et ça, je pense vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et beaucoup de prestataires qui se retrouvent de plus en plus dans ce genre de cas. Et ça, c'est des souffrances personnelles aussi, qui nous sont infligées. Et donc voilà, donc moi je parle des marchés aussi dans ma conférence gesticulée, parce que je dis que souvent on oublie derrière qu'il y a des gens, et que je ne vois pas qu'est-ce qu'on va y gagner en fait à descendre. Tout le monde descend en fait. Hein.
une petite phrase que j'aime bien, mais je dis autant il n'y a plus de plafond pour les milliardaires, hein, parce que là on le voit, hein, il n'y a plus du tout de plafond, il y a même la lune. Hein. Et les plafonds de verre parfois. Plafond, ouais. Autant il n'y a plus de sol pour les prestataires, c'est-à-dire qu'effectivement on a des paysans qui meurent de faim, bah oui, et voilà, on a des prestataires qui sont obligés de renoncer en fait à leur métier, donc à nos savoir-faire, à cette transmission qu'on sait faire d'un métier qu'on a connu pendant des années parfois, parce qu'on vit dans un monde là où de marché, hein, où les choses sont... Il y a plus fort que nous. Est-ce que tous les propos que vous tenez depuis une petite demi-heure, est-ce qu'ils sont repris sur votre site, ma ligne verte? Alors, ma ligne verte, c'est une ASBL que j'ai fondée et où justement je veux travailler sur les enjeux alimentaires. Alors, en partie justement de manière théorique avec ma conférence gesticulée, et puis d'une autre manière par des ateliers de cuisine, justement parce que ça me tient à cœur qu'on retrouve. Hein, je trouve qu'on a beaucoup perdu, même au niveau de la convivialité de la table, de connaître les producteurs, de savoir ce qu'on mange, de savoir cuisiner, de savoir conserver. Hein, la conservation, avant le frigo, ben, voilà, on avait 10 000 manières de conserver des aliments. Aujourd'hui, on jette énormément aussi de la production. Donc je veux vraiment avoir ces deux points-là, c'est-à-dire le côté pratique, le côté avec les gens, et puis la conférence gesticulée. Et donc je ne redonne pas toutes ces informations-là, mais il y a, je pense, un lien vers ma conférence. Et puis, en tout cas, quand on vient la voir, moi j'ai des références, c'est-à-dire que les spectateurs peuvent repartir avec une liste de références par rapport à ce que je dis. Voilà, s'ils ont envie de vérifier par eux-mêmes, s'ils ont envie d'en savoir plus, des livres, des sites internet, etc. La raison pour laquelle vous êtes invité aujourd'hui, c'est que c'est pour attirer un public le plus nombreux possible, on l'espère, le 17 septembre. Donc vous allez vous produire, et là, pendant 1 heure et demie, vous allez exécuter de manière pratique les propos que vous venez de prononcer maintenant. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Avez-vous autre chose à ajouter par rapport donc, il y a cette même volonté, justement. Les conférences gesticulées sont sur YouTube. Oui. Elles sont en libre vision. Je ne devrais pas dire ça. Oui. Non, mais je veux dire, c'est très différent de venir voir quelqu'un, de partager un moment. En plus, en général, il y a un espace d'échange après. Oui. Donc, de toute façon, l'un n'est pas pour moi, justement, en concurrence avec l'autre. Mais si vous avez l'impression que c'est quelque chose qui peut vous parler, soyez curieux, allez voir. Il y en a vraiment sur tous les thèmes, tous les profils aussi de gesticulants, voilà, des personnes plus vieilles, plus jeunes. Et puis, c'est vraiment un outil. Franck Lepage, qui est la personne qui a initié les conférences gesticulées, il dit on fait une conférence gesticulée ou on fait un cancer. Mais donc voilà, pourquoi pas. Si vous aussi vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles à tenir à l'intérieur, pourquoi pas trouver un espace de parole voilà, et d'échange. On a besoin, je pense, d'entendre les histoires les uns des autres, de pouvoir se retrouver, de se sentir moins isolé. Quant à nous, au Point Culture, nous sommes sommes à la fin d'une thématique qui se termine dans quelques jours, qui porte sur la révolte, tandis qu'on est à l'orée d'une nouvelle thématique qui s'appelle « Tout peut changer ». Donc je crois que vous êtes, à vous entendre, vous aurez été aussi bien à l'aise dans la révolte que dans la notion de « tout peut changer ». Oui, je crois que c'est important d'être optimiste quand même, enfin, en tout cas de s'intéresser à tout ce qui se développe. Voilà, quand on parle d'écologie ou quoi, ça peut être très anxiogène. Et en même temps, moi, j'adore voir, et surtout dans l'alimentaire aussi, toutes les nouvelles idées, tous les nouveaux liens, les coopératives, etc. Il y a énormément de gens qui se mettent ensemble, déjà pour pouvoir reproduire de manière locale, et puis même pour penser autrement l'alimentation. En France, il y a un projet de sécurité sociale alimentaire, donc comme la sécurité sociale, c'est-à-dire on cotise et en fait ça aide du coup à des producteurs conventionnés, etc., de se développer et on achète ces produits. Il y a des groupes d'achat. Il y a même maintenant des cantines de quartier, c'est-à-dire voilà, des endroits où aller manger, parfois à des prix libres, mais aussi où se rencontrer. Ouais. Et donc je pense que pour se faire du bien, c'est important aussi de
de se pencher sur les tout est possible et puis se pencher sur ces utopies réalistes, comme je mentionnais ce mot-là avant. Voilà. Je ne sais plus qui j'avais lu, mais c'est vrai que l'utopie aujourd'hui, ce serait de penser qu'on peut continuer tel qu'on fonctionne aujourd'hui. Mais par contre, il y a des utopies réalistes qui peuvent être mises en place. Et puis, il faut essayer. Il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui ne marcheront pas, mais voilà. Oui. Hors micro, nous parlions brièvement d'une notion française qui porte sur l'exception culturelle, qui consiste à ne pas marchandiser la culture, mais nous pourrions très bien mettre en avant une exception alimentaire pour assurer le bien-être maximal à un maximum de citoyens de cette planète. Oui, tout à fait. Oui. Ben oui, parce que là, en fait, le système agroalimentaire tel qu'il est, en fait, met dans la misère énormément de gens. En plus, voilà, comme je disais tantôt, l'eau entre en bourse. Donc, en fait, l'eau en Floride est rentrée en bourse. En plus, en Floride où il y a des incendies. Donc, en fait, on nous propose toujours la privatisation comme une solution. Mais une solution qui a été créée par les mêmes. Hein. Donc, c'est quand même assez embêtant. Et je pense qu'il y a des biens communs à l'humanité. Voilà, ce qui pousse sur Terre, l'eau, l'air, tout ça, c'est des biens communs. Il y a aussi des gens qui s'occupent à travailler sur l'idée de l'écocide, c'est-à-dire comme un génocide. L'écocide, ce serait de punir, de rendre en tout cas punissable tous les gestes qui seraient considérés comme des génocides écologiques. Oui, je pense que il y a des choses qui ne peuvent plus ou qui ne devraient pas, on dit exception alimentaire, qui ne devraient pas se retrouver sur les marchés, parce que c'est directement nous, tous, et c'est une question de justice sociale aussi. Souvent, moi, je ne comprends pas. Chaque fois, je me dis, il y a un truc qui va passer, une loi qui va passer, ou quoi. Je me dis, mais il y a les droits de l'homme qui sont passés. Dans les droits de l'homme, il est tout marqué. Il y a déjà énormément de traités, de machins qui ont été signés depuis toujours sur ce dont, normalement, on a droit, tout homme, sur Terre. Et voilà, ils sont bafoués depuis qu'ils sont rédigés. Donc voilà, j'espère que tout est possible et qu'on peut essayer de penser à respecter ce genre de choses. J'espère vivement que vos conférences gesticulées rendront tout cela possible. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, soyons tous et toutes ensemble, le 17 septembre, au Point Culture Bruxelles. Merci Alain. Merci Odile.